Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute petite vidéo, pas grande, toute petite, dans le sens où je suis actuellement en Angleterre, donc c'est un voyage rapide, pas un grand voyage. Ce voyage, en fait la veille, j'étais à Birmingham pour aller acheter une BMW M4 qui fait toujours plaisir avec un jaune que vous allez tous adorer, j'en suis sûr et certain. Là je me trouve actuellement à Maidstone, donc à peu près 50 minutes, ou là où j'ai dormi à l'hôtel, 50 minutes du ferry. Donc là je vous filme un petit peu comment se passe ce petit voyage avec cette BMW M4 et un apport dans sa globalité en Angleterre. Alors que dire de cette BMW M4 F82? Tout d'abord, c'est un 6 cylindres en ligne, biturbo qui fait 431 chevaux. C'est facile à reprogrammer ces choses-là. Ça marche vraiment une tonne. J'ai pu l'essayer cette voiture avant celle-ci, donc chez l'école de pilotage Pégase en boîte manuelle et en boîte automatique. Donc celle-ci c'est une boîte automatique DKG, cette rapport. Ça marche vraiment très bien. Pour avoir essayé vraiment les deux boîtes, ça marche vraiment super bien. J'insiste là-dessus. Donc peu importe si vous prenez une boîte auto ou une boîte manuelle, je dirais même que la boîte auto forcément est beaucoup plus efficace qu'une boîte manuelle. Aujourd'hui les boîtes auto sont plus efficaces que l'humain, faut le dire. Sur les options de cette voiture, il y a une option qu'elle n'a pas. Je suis dégoûté parce que j'adore cette option, c'est l'affichage tête haute. C'est un truc que je trouve, ça te rend serein sur la route. T'aimes bien voir combien de kilomètres/heure tu es sur la route, t'as plein d'infos, enfin voilà, ça t'évite de débrancher tes yeux du volant. On va avoir le toit en carbone, on va avoir l'aileron en carbone. Pas mal de petites options. Après, ça reste une série 4 en quelque sorte. Enfin, c'est une série 4 bodybuildée avec les ailes plus larges à l'avant et à l'arrière, un capot surdimensionné par rapport, par exemple, à un 335i. Bon, à 435i, pardon, excusez-moi les gars. Mais voilà, en gros, faut juste rajouter par rapport à la 435i la grosseur et la puissance, parce que sinon en termes d'options c'est quasiment la même chose. Alors là moi je suis pas un érudit de BMW, je ne sais pas s'il y a ces options là dans les séries 4, 435i, des choses comme ça en MPerf, mais on peut modifier par exemple le temps d'attente qu'on va avoir avec par exemple on est à 4000 tours minute, si on veut que les rapports restent à 4000 tours minute pour avoir des rapports plus rapides quand on va les passer, ou alors si on veut que la voiture en boîte auto reste par exemple à 2000 tours pour passer ensuite le rapport suivant, etc. dans un souci d'économie. On va avoir les suspensions pilotées pour savoir si voilà, vous voulez une suspension un peu plus ferme ou non. On va avoir du coup justement le volant qui devient un peu plus ferme ou non. C'est plein de petites options comme ça, sachant que voilà, donc quand on met les modes sport plus sur la voiture, on a les valves d'échappement qui vont s'ouvrir, donc on a un bruit un peu plus sympa, beaucoup moins feutré et beaucoup moins civilisé. Et je pense que la plupart des personnes qui aiment ce genre de voiture n'hésiteront surtout pas à mettre le mode sport plus pour justement entendre chanter le 6 cylindres biturbo. C'est une très bonne voiture, c'est une bonne voiture que je pense beaucoup de monde aimerait avoir, surtout dans ce jaune Austin. On va passer du coup à la conduite. Là je vais commencer à conduire parce que sinon je vais être en retard. J'ai le ferry à récupérer à Douvres pour pouvoir enfin rentrer en France. La voiture se conduit très bien, j'ai pas de soucis majeurs avec la voiture, le niveau d'huile, le niveau d'eau, tout est bon sur la voiture. Ça se conduit comme une lettre à la poste, ça glisse tout seul. Là je suis arrivé à Dover pour les Anglais, à Douvres pour les Français. Donc c'est l'endroit où en fait on prend le ferry. Donc prêtez pas attention, le client est au courant, on l'a acheté comme ça avec le pare-brise éclaté. Mais là je vais faire le contrôle du coup de mon billet pour le ferry. Juste avant, je vous ai pas filmé, mais il y a eu un petit contrôle de passeport pour justement en fait voir si vous n'êtes pas un riche héritier des Qatar qui est en immigration dans le pays anglo-saxon, pardon. Mais voilà, là on se dirige directement vers le check-in. Après, il y aura à peu près une petite heure d'attente, une demi-heure d'attente. Je pourrais peut-être vous faire un tour de la voiture. Je verrai en fonction de ce que j'ai à faire. Et après, on embarque direction le ferry. Et à partir de là, dans le ferry, on pourra
je pourrais vous montrer un petit peu plus qu'est-ce que c'est ce bateau, pourquoi le prendre, pourquoi c'est peut-être un petit peu mieux de prendre et de passer un peu plus de temps sur le ferry plutôt que l'Eurotunnel. On voit tout ça après. Alors toujours dans le bateau, la traversée elle dure à peu près 1h40, donc c'est pas hyper long, donc ça se fait assez bien. Et moi personnellement je préfère largement le ferry que en fait le train. Il y a 2 raisons. Il y a une raison qui est toute bête, il faut savoir conduire dans le train. Parce qu'en fait quand tu rentres dans le train, tu as des espèces de petits trottoirs à gauche et à droite et c'est assez serré. Donc tu es en train de refaire tes jambes comme pas possible, parce qu'en fait quand tu entres et que tu sors, tu dois quasiment traverser tous les wagons pour pouvoir sortir. Et tu as intérêt d'être hyper minutieux avec tes jantes, parce que du coup si t'en grattes une, mais tu te sens con. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop le train dans un sens. La deuxième raison c'est que le train c'est cher. Enfin, par rapport au ferry, le ferry c'est 1 heure de plus, on perd 1 heure, mais par contre ça nous permet de faire d'autres choses et aussi de se reposer sur le trajet. Là le ferry c'est 1h40, le train c'est une petite demi-heure, mais le prix doit être dans les 200 balles, 180 € pour le train, alors que le ferry c'est dans les 130 €. Donc ça c'est plutôt bien le ferry. Quand on importe une voiture d'Angleterre, c'est généralement ce qu'on fait, toujours le ferry. Alors je vais aussi vous parler par rapport aux avantages et aux inconvénients d'apporter en Angleterre. L'Angleterre c'est un pays qu'on ne fait pas trop nous. Alors il y a plusieurs raisons. C'est qu'on n'aime pas trop l'Angleterre dans un sens parce que généralement les vendeurs ont toujours quelque chose à cacher sur leur voiture. Moi ce que je dis généralement à mes clients, c'est que les personnes qui habitent en Angleterre aiment l'automobile, ils sont passionnés d'automobile, mais ils ne sont pas passionnés de mécanique. Et ça c'est le plus grand problème parce que en termes d'entretien, c'est pas vraiment ça. Il y a un sujet qui est très très fâcheux, c'est la rouille, et peu importe la région où vous y allez, les voitures seront sujettes à la rouille. Alors il y a des voitures qui sont plus ou moins concernées, les 350Z c'est un carnage, là honnêtement faut vraiment, c'est un peu la roulette russe, soit la voiture elle a dormi dans un garage et elle est sortie que l'été, soit c'est un gruyère, et vraiment faites très attention à ça parce que les prix peuvent être très alléchants, sauf que voilà, si vous vous retrouvez avec une encre sous les pieds, vous allez être mal pendant quelques années, puisqu'un châssis à refaire c'est pas rien, et c'est vraiment une des plus grosses raisons du comment et pourquoi on ne prend pas beaucoup de voitures en Angleterre. Alors bien évidemment nous on est là, on est un intermédiaire entre vous et le vendeur, donc si vous voulez vraiment une voiture en Angleterre, on vous mettra les points sur les i, on vous mettra des guillemets, on vous mettra des warnings, on le fera. Mais voilà, on essaie de vous orienter plus sur des imports typiques comme la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas ou des choses comme ça, plutôt que l'Angleterre. En Angleterre, à savoir, faut faire très attention maintenant à certaines personnes qui s'autoproclament importateurs. On a beaucoup de personnes qui, en fait, depuis le Brexit, outrepasse les 30% qu'on va avoir en TVA et en douane, parce que en plus du prix d'achat maintenant désormais vous devez ajouter la TVA 20% et 10% de frais de douane, sachant que il y a des importateurs qui font croire que la voiture a été immatriculée du coup en Espagne, ils outrepassent les 30% et on récupère un petit peu les pots cassés de ces personnes là, puisque ces personnes nous contactent, nous demandent voilà, je me suis fait un peu arnaquer, et en fait l'État est revenu vers eux pour justement leur demander les 30%, donc ça fait toujours pas plaisir quand on reçoit la petite note assez salée plus la petite amende qui va derrière. Donc faites très attention aux importateurs. L'Angleterre aujourd'hui ça vaut toujours le coup par rapport à avant le Brexit. Avant le Brexit c'était forcément beaucoup plus intéressant, mais maintenant qu'on a plus 30% dès l'entrée en territoire français, c'est moins marrant, mais comme cet M4 par exemple que je suis en train d'apporter, ça reste relativement intéressant, puisque là on va l'apporter tout frais inclus pour 29 000 €.
hors malus, bien entendu, hors malus du véhicule. Il faut rajouter le malus de la BMW M4, je pense qu'il est dans les 2-3 000 euros. Ça reste toujours moins cher qu'une M4 sur le sol français en LHD. Donc il faut faire la part des choses. Il y a encore des voitures qui sont encore intéressantes malgré les 30% en plus. Il faut bien chercher. Faire très attention en Angleterre. Vraiment, on vous met vraiment des warnings là-dessus. Mais sinon, voilà, ça n'empêche pas de trouver quand même des petites pépites. Là, le plus chiant maintenant, c'est de retrouver la voiture parce qu'il y a 2 ou 3 ponts, il y a 2-3 étages. Purée, premier coup, les gars, premier coup. Il y a énormément de voitures, beaucoup de camions. Et la fameuse M4. On va continuer le reste du voyage. Donc il me reste 6 heures pour pouvoir faire un petit dodo ce soir. Et après, le lendemain, ça sera la livraison de la voiture. Je profite d'une petite accalmie sur la route parce que là je suis actuellement à 3h30 de chez moi, donc en plein bouchon pour un pont, le pont de Tancarville. Apparemment il est en travaux, donc j'en profite pour pouvoir discuter avec vous. Je vais répondre à la question de plusieurs personnes qu'on a déjà eu pas mal dans les commentaires, à savoir la question du volant à droite. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile de conduire avec le volant à droite? Est-ce que c'est facile de conduire en Angleterre avec un volant à droite? Est-ce que c'est facile de conduire en Angleterre avec le volant à gauche? Puisque c'est des choses qu'on a déjà fait également. Pour commencer, un volant à droite, par sa définition, c'est quand même moins cher en sens large quand on achète un volant à droite en France. Beaucoup de personnes sont rébutées de se dire que le volant à droite, c'est un volant à droite, c'est pas pratique, etc. Ça a bien entendu des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, moi, que j'y vois en tout cas d'un volant à droite, c'est que une voiture, ça reste une voiture. Là, je suis dans une M4, elle est peut-être quasiment 10 000 euros, voire 15 000 euros moins cher qu'en France, avec le volant de l'autre côté. Mais ça reste une M4, c'est la même voiture, c'est le même volant, les mêmes performances, donc il y a de quoi se faire plaisir avec une voiture beaucoup moins chère en volant à droite. Donc en partant de ce principe, c'est pourquoi pas le volant à droite. Après, voilà, dans les désavantages, dans les inconvénients, c'est que on va se retrouver sur un péage. Si on n'a pas de télépéage, c'est une horreur. C'est vraiment je vous le dis, c'est vraiment une horreur. Là, je n'ai pas de télépéage. Ça fait 15 fois que je sors de cette putain de voiture pour pouvoir, excusez-moi du terme, pour pouvoir aller chercher le ticket. Je fais chier tout le monde derrière moi. C'est pas forcément le plus marrant à faire. Surtout que là j'ai un peu de chance parce qu'il ne pleut pas, il fait beau. Mais ça m'est déjà arrivé d'apporter une voiture d'Angleterre où il pleut à averse avec un sale temps, et quand tu dois sortir de ta voiture, t'es pas forcément hyper content. Et c'est un exemple pour les péages, mais ça va être exactement la même chose pour, par exemple, si vous voulez chercher un petit McDo drive. Si vous voulez entrer dans un parking, il faut descendre de la voiture ou alors avoir une petite pince, une grande pince pour pouvoir attraper le ticket. Bon, ça c'est les gros désavantages et les gros points noirs du volant à droite. Après, si pour vous tout ça c'est ok, on n'en parle pas, et hop, vous achetez un volant à droite. Moi je vous dis, franchement foncez, c'est d'autant plus plaisant d'avoir un véhicule sportif comme celui-ci à moindre coût par rapport à une voiture volant à gauche. Maintenant, en termes de praticité, est-ce que c'est facile de conduire avec un volant à droite en France? La réponse c'est oui, c'est pas compliqué. On parle souvent de visibilité, etc. Or, je dirais même que la visibilité, par exemple dans l'angle mort, quand on veut dépasser sur une voie express, on voit beaucoup mieux. Je vous donne un exemple. Là, quand je tourne la caméra, j'ai tout ça, je vois tout ça. J'ai largement le temps de voir en fait si une voiture arrive. Donc c'est pas si mal que ça. Maintenant, en ce qui concerne les ronds-points, en fait on a une belle visibilité, c'est pas si horrible. Je dirais même que c'est l'équivalent en modèle français. C'est pas compliqué.
la première chose qu'il faudra faire attention quand vous allez conduire un volant à droite, ça va être de rester bien à droite. C'est bête à dire, hein, mais quand vous avez le volant à droite, vous aurez tendance de vouloir rouler plutôt à gauche. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, parce que vous allez chevaucher les lignes à gauche. Faut bien se dire que voilà, le volant en face de soi, il doit être largement à droite. Et quand on regarde la route en face, quand on regarde le milieu de la route, le volant doit être à droite. Il faut vraiment se dire ça, faut imaginer une ligne et se dire qu'on conduit vraiment à droite et qu'on force la droite limite. Donc très attention avec ça, mais sinon voilà, ça se fait très très bien globalement. Et pour toutes les personnes qui souhaitent aller en Angleterre et prendre leur voiture eux-mêmes, la conduite à gauche c'est un peu déroutant au début. C'est obligé, vous allez vous faire avoir une fois, vous allez vous mettre à droite et la voiture qui sera en face va vous le rappeler. C'est un peu spécial au début, c'est un peu déstabilisant. Je connais des personnes pour qui ça ne va pas du tout, la conduite à droite là-bas, ça ne plaît pas. Donc je dirais c'est un peu un 50-50, soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. C'est pas forcément très très facile à faire, surtout que les Anglais roulent vraiment comme des demeurés. Franchement, ils savent pas rouler. Ils ont pas mal au niveau de la qualité autoroutière, c'est pas pareil qu'en France, clairement pas. Les routes sont vraiment pas dans un bon état. C'est vraiment un carnage, hein. On se plaint un peu de la France de temps en temps avec la qualité des autoroutes, ou alors la qualité des autoroutes en campagne, je suis comme ça, enfin des routes en campagne, excusez-moi. Mais la qualité des routes elle est vraiment à chier, c'est horrible. La voiture, des fois tu sais pas ce qui se passe, elle tend vers la gauche tellement la route est pentue, elle est vraiment vers la gauche, il y a des trous partout. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'occupent des voies. Par exemple, je pense sur 1 km, vous êtes sûr de voir des débris sur la route. Plusieurs fois, je vois des caches de camions, des pneus éclatés. Il faut avoir un peu l'œil averti et faire attention où est-ce qu'on conduit. Ça, c'est vraiment le plus gros point noir de l'Angleterre. Faire attention à tout ce qui est rond-point, parce que tous les ronds-points sont complètement différents de par chez nous. Déjà, premièrement, ce qui est un peu bizarre, c'est de prendre le rond-point à gauche et pas à droite. Donc ça fait un peu bizarre. Surtout que en fait les ronds-points, il y a des feux rouges en plein milieu des ronds-points, et ça c'est quasiment dans tous les ronds-points. Donc ça faut vraiment faire attention. Je comprends pas le principe honnêtement, mais voilà, c'est des petites subtilités comme ça qu'il faudra faire attention pendant votre voyage en Angleterre. Et dans le cas où vous souhaitez aller en Angleterre avec votre voiture volant à gauche, c'est un cas qui pourrait arriver si vous voulez aller en voiture au Goodwood Festival par exemple. Donc ça se fait très très bien, ça roule très très bien. Je dirais que vous aurez les mêmes difficultés que si vous conduisez une voiture à droite en France, sauf que vous serez beaucoup plus à l'aise dans le sens où les voitures à gauche, vous avez l'habitude de les conduire, donc peu importe la configuration de la route, que vous roulez à gauche ou à droite, du moment que vous roulez à gauche, vous serez beaucoup plus à l'aise que de le faire, que ce soit l'inverse, un volant à droite en France. C'est ça que j'ai pu vous aiguiller là-dessus. C'est le jour de la livraison aujourd'hui avec cette M4 qui fait un petit bordel. Donc là je suis chez moi avec El Petit Chat. Salut Bou, comment ça va? Tu dis bonjour? Salut. Je vous présente Bou, mon petit chat, qui vient de me mettre un énorme vent. Là je vais me diriger chez Valentin pour lui dire un petit bonjour car je vais la livrer avec lui. On va récupérer une des voitures qu'on a mis dans une de nos agences pour qu'on puisse du coup aller livrer cette voiture à Bordeaux à deux. Donc on va descendre avec deux voitures, dont la BMW et ma Toyota Celica, et on verra ce qu'on prend son propriétaire. Allez, c'est parti, direction Valentin. Lui dire bonjour. Par même occasion, il va découvrir cette M4, on va voir ce qu'il en pense. Ce qu'il a pensé de cette voiture. Je sais que Valentin aime particulièrement les M4, donc je pense que ça lui fera plaisir. Bonjour Tatin. Bonjour. Alors t'en penses quoi de la M4? C'est quoi le thème de la vidéo? Tu m'as pas dit en fait. Je suis parti d'Angleterre et je leur ai expliqué un peu c'était quoi les avantages et inconvénients de la M4.
et des volants à droite, etc. de l'Angleterre. Mais j'ai aussi dit ce matin qu'on allait te voir pour aller ramener la voiture. Est-ce que tu pensais de la voiture? Moi j'adore la M4. Tiens, Ouais, en je te donne vrai, carrément la caméra, vas-y tiens, comme ça tu pourras leur en parler. En vrai, moi la M4, je trouve ça trop stylé. Je trouve ça hyper beau, ça fait un bruit trop beau, c'est hyper performant. Enfin, ils ont réussi à vraiment faire une sacrée caisse. Après, l'Angleterre, je suis trop maniaque pour acheter des voitures en Angleterre, je pense. Parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire, des petits défauts, soit de la rouille. Bon là, elle est trop récente pour avoir de la rouille, mais du coup, c'est un peuple qui adore les voitures, mais ils aiment juste les conduire. Ils aiment pas trop les entretenir et ils font pas trop attention. Du coup, je trouve qu'à chaque fois, il y a quand même des défauts. C'est un peu chiant pour ça, l'Angleterre. Problème numéro 1. When I'm blue, I think of you in your eyes. How they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of light.